merci à toutes les contributions qui viennent d'être faites cet après-midi. C'est l'occasion de cette rencontre que nous avons voulu, la délégation et moi-même, avec les forces vives du cercle d'ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un discours, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'était vraiment de venir ici pour qu'on puisse davantage échanger avec vous et qu'on puisse s'enquérir des difficultés et des problèmes, parfois des défis auxquels vous êtes confrontés dans vos cercles, dans vos communes respectives et surtout jusqu'au niveau des villages. Et aussi, au-delà des difficultés, voir les opportunités qui peuvent exister ici, dans le cercle d'Ansongo, que l'État pourrait discuter avec vous et vous aider à développer davantage. Certaines opportunités ont été mentionnées. Il y a la question minière qui a été signalée. Effectivement, Ansongo est connu comme étant une zone où les ressources minières sont importantes. Et parmi les ressources minières dont on sait aujourd'hui que la zone regorge, il y a surtout le manganèse. Et ça, c'est une autre question dont on pourra discuter par la suite et voir comment arriver à développer cette ressource importante et qui est en demande dans le monde aujourd'hui et qui peut apporter beaucoup à Ansongo et puis aux alentours. Donc vraiment c'était ça l'idée, au lieu de faire un discours et trouver des réponses à ces préoccupations que vous allez nous poser en tant que gouvernement. Et on travaillera avec vous pour trouver une réponse. Donc avant de revenir aux questions, aux préoccupations qui ont été posées, quand même vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre présence ici cet après-midi. Et surtout, au nom de la délégation qui m'accompagne, vous remercier très chaleureusement pour l'accueil qui nous a été réservé. C'est un accueil qui nous a fortement touchés quand on voit la représentativité des différentes personnes qui se sont donné la peine d'être là ici aujourd'hui. J'ai vu quasiment tous les chefs de village qui étaient présents, les représentants des factions, des communes, toute la population qui est sortie. Donc les mots nous manquent pour vous remercier par rapport à cet accueil. Et deuxièmement, son nom a souvent été signalé, dit, remercier avec beaucoup de déférence aussi la présence dans la délégation de l'ancien Premier ministre Ousmane Sophie Maïga. Et dire que, contrairement à ce qui a été dit, j'aurais aimé être le Premier ministre à fouler le sol ici à Ansongo, mais je pense que le Premier ministre Ousmane Sophie Maïga m'a précédé, et ce n'est pas à une seule fois. Il est venu ici plusieurs reprises dans sa capacité de Premier ministre. Donc il faut reconnaître à César ce qui revient à César. Et nous allons continuer dans ces pas. Je sais ce qu'il souhaite de façon générale pour la région de Gao, en particulier pour les différents cercles communes. Et nous allons nous appuyer sur lui pour essayer, dans la mesure du possible, d'amener à un niveau de développement souhaité la région, ses cercles et ses communes, évidemment avec votre contribution. Donc, les questions d'insécurité ou de sécurité ont beaucoup été abordées. Je dois avouer que quand on regarde un peu la position géographique d'Ansongo, quelqu'un a parlé de la zone des trois frontières, c'est une position géographique qui est transfrontalière et qui a fait que malheureusement, effectivement, la zone est devenue un peu le sanctuaire pour des éléments terroristes. Et Ansongo continue à payer l'autre tribut par rapport à ça. Et ce que je peux vous dire, c'est aussi la détermination de l'État à combattre cette insécurité-là, à combattre ces terroristes-là, et puis à faire en sorte qu'ils quittent définitivement cette zone des trois frontières et que la paix, la quiétude et la cohésion reviennent. Et pour cela, vous savez déjà les efforts qui sont en train d'être faits par nos FAMA, les forces de défense et de sécurité. Vous savez que
les femmes ont déjà eu à repousser à 2 fois des attaques terroristes ici à Monsongo. Il y avait eu le mois d'octobre en 2019 et puis encore plus récemment en janvier. Donc ces attaques ont été repoussées par des hommes qui sont déterminés à vous accompagner dans la défense, non seulement de notre territoire, mais dans la défense des populations dans son groupe, de toute la région, et dans la défense aussi de vos biens et de vos matériels. Donc ça va continuer et nous allons, en tant qu'État, leur donner encore plus de moyens pour pouvoir assurer cette mission qui leur a été confiée. Le Sénégal, le chef d'état-major général des armées ici présent, avec le ministre de la Défense, ont proposé au gouvernement, pendant le Conseil supérieur de la Défense, un document qui a été accepté, qui est leur nouveau concept opérationnel. Et dans ce nouveau concept opérationnel, ce que je peux vous garantir, c'est que non seulement en son mot, mais en particulier l'Abezada dont il a été question, en bénéficiera fortement. Mais voilà, dans ce nouveau concept opérationnel, il y a un recrutement important qui est prévu dans les prochains mois à venir de 10 000 hommes supplémentaires. Et cela va permettre à nos forces de défense et de sécurité d'être beaucoup plus présentes en quantité déjà et nous l'espérons en qualité dans les zones où elles ne l'ont pas été ces derniers temps. Et l'Abezada en particulier est un point important pour nous. Les forces se sont retirées pour l'instant pour des raisons qui sont connues par certains d'entre vous, mais ce n'est pas parce qu'elles se sont retirées que l'Abezada est laissée à elle-même au vide. Il y a des patrouilles qui sont faites, vous le savez, chaque semaine, des patrouilles régulières, renforcées pour assurer la sécurité. Mais au-delà de ces patrouilles-là, dans les semaines à venir, je peux vous garantir que les forces de défense et de sécurité retourneront à l'Abezada avec un effectif plus important et des moyens adéquats pour pouvoir assurer la quiétude et la sécurité de vos populations. À côté de cette question de sécurité, il a souvent été question de DDR. Et on a posé la question de ce qui se passait sur le DDR, pourquoi certains qui sont prêts à cantonner les EHPAD à aller vers un cantonnement. Il y a des confusions qui sont même faites entre les autorités intérimaires et puis qui souhaitent avoir les mêmes avantages que ceux qui sont dans le DDR. Il faut savoir qu'on parle quand même de 2 choses différentes, qui ont des statuts différents. Les autorités intérimaires ont parlé ce sont des postes d'élus des autorités intérimaires. Et à ce titre-là, elles ont des ressources, qui leur sont propres et qui sont prévues dans le budget d'État, dans la loi de finances. Et ceux qui sont dans le DDR, ce sont des emplois de type administratif et qui sont à plein temps. Et donc, c'est ça qui justifie la différence de traitement, cette différence de statut qui justifie la différence de traitement entre les deux. Mais qu'à cela ne tienne, les préoccupations qui ont été formulées ici par certains représentants des autorités intérimaires et même concernant aussi certains représentants même de l'État dans les communes et dans les régions, pour lesquels nous reconnaissons qu'il faut faire un effort plus important en matière d'augmentation des ressources qui sont à leur disposition. Ces préoccupations sont enregistrées et il y a des dispositions qui sont d'ores et déjà en train d'être prises en charge pour que les ressources au niveau de ces représentations de l'État, au niveau de nos collectivités, puissent augmenter. Ça fait un certain nombre d'années que nous avons commencé un transfert de compétences, et ces transferts de compétences s'accompagnent généralement par des transferts de ressources,
Et dans la loi de finances 2020, nous arriverons pratiquement à 30% des ressources budgétaires qui seront transmises vers les autorités, vers les collectivités. Et je pense que vous allez voir la différence. Après, ce sont aux collectivités de bien gérer ces ressources-là et que ces ressources-là aillent dans le développement socio-économique de leurs localités respectives. Donc ça, c'était un point sur les autorités.